Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Compère, je travaille chez Agri Sud-Ouest Innovation, un pôle de compétitivité. Je vais vous expliquer ce que c'est dans une minute. Mon boulot, c'est d'accompagner des entrepreneurs du secteur agricole et agro-industriel dans le développement de leurs innovations. Et parmi ces sujets de développement se pose très vite la question du numérique et surtout de la propriété intellectuelle associée au numérique, avec beaucoup d'idées reçues qu'on va essayer de battre en brèche aujourd'hui avec mes deux comparses. Sylvain Chaffray du cabinet Régimbaud, spécialiste du numérique, donc un cabinet de propriété industrielle qui accompagne donc des entreprises dans la protection et la valorisation de leurs actifs de propriété intellectuelle et industrielle. Et Patrice Frutos, délégué régional de l'INPI, avec lequel on va revenir sur, on va dire, les grands basiques des modalités de protection et de valorisation de la protection industrielle associée au numérique. Quand je dis numérique, on va se concentrer pas mal sur les logiciels, les bases de données et puis on aura un gros zoom avec Sylvain sur l'intelligence artificielle qui est au cœur de l'actualité. Avant de leur donner la parole, je voulais juste vous rappeler quel était le rôle d'un pôle de compétitivité, c'est d'encourager les rencontres entre les secteurs publics et privés pour faire émerger et faire se concrétiser des projets d'innovation, notamment en facilitant l'accès à des financements publics et privés via des dispositifs de labellisation de projets de R&D ou d'entreprises qui permettent de faciliter cet accès à ces financements. L'objectif, in fine, est de générer par l'innovation de la valeur et de l'emploi sur les territoires. Et vous avez la chance d'avoir en Nouvelle-Aquitaine des très très beaux pôles de compétitivité, donc Agri Sud-Ouest Innovation en premier lieu, Alpha RLH qui est plutôt spécialisé sur les lasers, Aerospace Valley dans le domaine de l'aérospatial, des systèmes embarqués, Avenia c'est pour les sous-sols si je dis pas de bêtises, Enter qui est un tout nouveau pôle de compétitivité dédié justement au numérique, le pôle européen de la céramique, tout est dans le nom, et enfin Xylofutur qui est spécialisé sur le secteur de la forêt. Donc voilà, des très beaux pôles de compétitivité qui sont pour vous des acteurs clés avec lesquels interagir et au travers desquels interagir avec le monde scientifique et économique. Nous, de notre côté, on est le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation. Je l'ai dit, notre mojo, notre raison d'être, c'est d'engager les mondes économiques et scientifiques à faire pousser l'innovation dans les territoires pour ensemble nourrir la valeur des agrochaînes. Chacun des mots est important. Les mondes économiques et scientifiques, vous l'avez compris, acteurs publics comme acteurs privés, donc des entreprises, des centres de recherche, des collectivités, des associations professionnelles. Faire pousser l'innovation dans les territoires parce qu'on est spécialisé sur les secteurs agricoles et agro-industriels, dans les territoires parce qu'on est ancré dans le sud-ouest, même si on rayonne à l'échelle nationale et européenne. Et pour ensemble, parce que on est avant tout un réseau de compétences, nourrir la valeur des agrochaînes en accompagnant notamment la transition agroécologique et environnementale de ces filières. Et là aussi, le numérique est particulièrement mobilisé. Allez, je vais passer la parole maintenant à Patrice pour que, Patrice, tu puisses nous expliquer quelles sont, selon toi, les grandes idées reçues qu'on va battre en brèche et puis les basiques de la propriété intellectuelle appliquée au numérique. Merci Pierre. Donc, je vais prendre ta place, comme ça sera plus simple. Petit aparté au démarrage pour vous expliquer un petit peu l'INPI. L'INPI est connu comme étant l'Office de propriété industrielle français. Donc on est connu pour notre mission régalienne, un peu moins peut-être, même si on essaie de progresser dans ce domaine-là. On est un peu moins connu pour l'accompagnement des entreprises. Donc on a vraiment une mission de sensibilisation des innovateurs. Alors je dis entreprise parce que c'est vrai que c'est la direction dans laquelle les délégations sont rattachées, mais l'innovateur dans le sens un peu plus général. Et donc au quotidien, quand on rencontre des innovateurs dans le domaine des logiciels, des bases de données, du numérique en général, si on va un peu plus loin que objets connectés, etc. Alors sur les objets, il y a moins d'idées reçues, mais sur la partie numérique de ces innovations-là, on a quelques difficultés parce que les gens ont ces idées reçues-là qui sont que c'est pas protégeable, c'est difficilement appropriable, il n'y a pas de droit qui va pouvoir les aider. Et comme notre quotidien, c'est de sécuriser les innovations et pas seulement les inventions. Les inventions, c'est le brevet, on en parlera plutôt vers la fin de la conférence. Notre quotidien, c'est d'aller expliquer à ces innovateurs qui pensent qu'ils ne peuvent pas se protéger, qu'en fait, il y a des moyens, il y a des droits, il y a des façons de faire, il y a des précautions à prendre, et on va essayer de les égrener en détail au fur et à mesure des slides. Donc, dans le thème de la conférence, c'était bien objets connectés, capteurs, données, bases de données, logiciels. On va écluser toute la première partie de la chose, puisqu'en fait, en général, les innovateurs dans les objets connectés, les capteurs, savent qu'ils peuvent avoir du brevet, donc ils se posent la question de la protection.
Là où les gens se le posent moins, c'est quand ils sont dans du développement logiciel, dans des algorithmes, dans des applications. Et les premières slides vont consister à expliquer que quand on va... Alors là, j'ai un slide sur un rappel. Quelques rappels de définition quand même. Des définitions, pardon. Je suis rentré dans le vif du sujet. Mais quelques rappels de définition. Alors je vais jusqu'au bout parce que on va pas rester très très longtemps. On n'a qu'une heure et j'aimerais quand même que Monsieur Chaffré vous fasse un exposé sur l'intelligence artificielle. Là, c'est pour vous rappeler que la propriété intellectuelle se divise en deux parties. Une partie qui est la propriété littéraire artistique et une partie qui est la propriété industrielle. Alors l'INPI, par le biais des dépôts, la partie régalienne se concentrera sur la propriété industrielle, mais l'action des délégations régionales, elle, va consister à vous accompagner sur l'ensemble de la propriété intellectuelle, du savoir-faire jusqu'à la propriété littéraire artistique, à travers toute une gamme d'accompagnements que je pourrais détailler avec vous en dehors de la conférence. Un autre préambule qu'il faut tout de suite battre en brèche, c'est que qu'est-ce qui est protégeable? Les idées ne sont pas protégeables. Donc c'est le propos du slide. Alors il y a plein d'animations. C'est pas moi qui ai fait les slides. Si j'avais su, on les aurait enlevés. Ça serait plus rapide. Ce qui est protégeable, c'est la matérialité de comment on va matérialiser l'idée. Donc là, on a pris un exemple. Avoir l'idée d'avoir une application qui reconnaît des musiques de manière instantanée, c'est qu'une idée. Ce qui va être protégeable, c'est derrière comment l'innovateur va transformer cette idée en quelque chose de matériel. Et donc là, par exemple, on a pris une des applications qui est Shazam. Et donc Shazam, dans Shazam, qui est un logiciel du coup, on est dans une création numérique assez complexe. Dans Shazam, vous allez avoir la possibilité d'avoir plusieurs protections mobilisables. On verra tout à l'heure un détail avec un joli schéma qui vous donne de manière plus schématique les différents droits. Donc là, je vous donne pour Shazam les différents droits qui sont mobilisables. Le droit des marques sur le logo et sur le nom de l'application. Il y aura du brevet dans Shazam, puisqu'il y a tout un algorithme avec des séquences de reconnaissance de la chanson. Donc on est en train de dire que une dimension numérique, on va expliquer derrière qu'est-ce qui est concrètement brevetable, mais première idée qu'on bat en brèche du coup de manière affirmative, numérique n'est pas brevetable, donc rien n'est protégeable. Ça, on l'oublie. La preuve, là, derrière Shazam, qui est une application numérique telle que perçue, voilà, il y a clairement un brevet derrière. Il y a clairement un brevet, on verra d'autres exemples, et Monsieur Chaffré reviendra sur encore d'autres exemples, encore un peu plus récents, puisque c'est sur de l'IA, sur le fait que c'est brevetable. Enfin, il y a des choses qui sont brevetables, tout n'est pas brevetable, on verra dans les exemples ce qui est brevetable. Donc sur Shazam, donc il y avait de la marque, du brevet, du dessin modèle, et du droit d'auteur et du producteur de base de données. Voilà. Je vais rentrer dans les détails après de chacun des droits, c'est pour ça que je passe assez vite sur cette partie introductive. Encore un point préliminaire, c'est sur la définition légale de ce qu'est un logiciel. Donc, en droit, il n'y a pas de définition légale de ce qu'est un logiciel. C'est ce qu'on essaie de voir dans ce slide. Par contre, il y a une définition dans le dictionnaire qui dit qu'un logiciel, c'est un ensemble de programmes, de procédés, de règles et éventuellement de documentation relative au fonctionnement et au traitement de la donnée. Donc c'est ça que vous devez retenir. Donc les mots sont importants parce que derrière, chaque mot qui est égrené dans le Larousse, on va pouvoir y attacher un droit de propriété intellectuelle. Donc là, je reprends ce qui est constitutif d'un logiciel. Donc tout ce qui va être matériel de conception, code source, interface graphique, le moyen de protection de ces éléments-là, du logiciel, va être le droit d'auteur. Matériel de conception, on pense à des cahiers des charges, par exemple, qui permettent de définir les fonctionnalités attendues de logiciels et les spécifications techniques. Exactement. Associées. Exactement, c'est exactement ça. Le nom du logiciel ou le logo qui va s'attacher au logiciel, comme on l'a vu juste avant sur Shazam, va être protégé, lui, par le droit des marques. On verra après comment ça s'acquiert et les quelques règles qu'il faut retenir. Ensuite, à la fois l'interface graphique et les logos, puisque c'est graphique, un logo peut être aussi protégé par du dessin modèle. Et l'ensemble de ces droits-là sont cumulatifs. C'est-à-dire que ce que vous allez si vous protégez vos interfaces graphiques elles seront protégées de fait par du droit d'auteur, mais elles peuvent aussi bénéficier, par le biais d'un dépôt, d'une protection par le droit du dessin et modèle. Pour ce qui est du logo, on va pouvoir protéger
le logo par le droit des marques, mais on pourra aussi faire un dépôt de dessin et modèle et avoir une protection par dessin et modèle. On verra que c'est pas les mêmes critères d'évaluation juridique pour les deux titres, c'est pas les mêmes durées de protection, il n'y a pas les mêmes règles juridiques pour faire valoir son droit. Dans un logiciel, il y a souvent des algorithmes et il y a des fonctionnalités. Et en général, alors là, je laisserai le spécialiste vous rentrer dans les détails après, mais on peut obtenir du brevet. En tout cas, c'est éligible, on va dire, voilà, à une étude d'opportunité sous certaines sur la brevetabilité. Voilà, ouais. On peut avoir du brevet. Donc on va rentrer petit à petit, alors pas que ça soit trop sec, on va peut-être y avoir quelques échanges de questions, on va rester sur ça, parce que autrement ça va être un peu un long tunnel pour les personnes qui sont pas juristes dans l'assemblée ou devant l'écran. Le droit d'auteur. Donc le droit d'auteur va s'acquérir, c'est pareil, je vais jusqu'au bout du slide. Le droit d'auteur va s'acquérir dès la matérialité de l'objet, donc de la création plutôt. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas nécessité de dépôt. C'est-à-dire que dès que vous avez fini de rédiger votre cahier des charges, il y a une date, vous êtes l'auteur de ce cahier des charges, des droits sont nés. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le droit va être attaché à l'auteur, le créateur, la personne qui fait. La personne, je dis bien le mot la personne. Donc là va se poser les considérations, notamment en logiciel, on verra un peu plus loin, sur comment, quand on est une entreprise, on peut récupérer la propriété de ce droit. C'est excessivement protecteur, pourquoi ? Parce que le droit d'auteur va perdurer 70 ans après le décès de l'auteur, de la personne physique. Donc ça veut dire que si on a 20 ans, on développe un logiciel en freelance, le logiciel, on en sera propriétaire 70 ans, enfin, et ses ayants droit seront propriétaires du logiciel 70 ans après la mort de la personne qui a fait le logiciel. Donc là, je vous parle du droit français. Hein. Donc on a en tête souvent les droits d'auteur associés à des œuvres artistiques, mais là encore, on l'a vu tout à l'heure avec ton introduction sur le logiciel, ce droit d'auteur peut s'appliquer également sur un cahier des charges ou un code source même pour un logiciel. Il sera rattaché à la personne, mais si cette personne travaille dans une entreprise et que cette activité a été réalisée dans le cadre de sa profession, de son emploi, le droit d'auteur pourrait être affecté à l'entreprise, j'imagine. C'est le slide d'après. Ces slides qui ont pas été faits par moi, qui ont été faits par une de mes collègues, en toute rigueur, elles pourraient prétendre à du droit d'auteur. Donc dans les droits d'auteur, encore un petit peu de théorie. Dans les droits d'auteur, c'est le slide d'après, ce que tu posais comme question. Dans le droit d'auteur, il y a deux parties. Donc il y a des droits moraux et des droits patrimoniaux. Donc je vais pas rentrer dans ces détails-là parce que ça serait trop juridique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous allez pouvoir acquérir en tant qu'entreprise, ce sont les droits patrimoniaux. Les droits moraux, l'auteur les aura toujours. Donc ça veut dire que je reviens sur mon exemple de slide, ma collègue qui a fait ces slides a cédé ses droits patrimoniaux à l'INPI pour qu'on puisse vous les présenter, et c'est des slides qu'on utilise depuis, sur plusieurs conférences. Par contre, dans le PowerPoint, à un endroit, il y avait marqué que c'est cette personne qui a fait le PowerPoint, et que donc du coup, les droits moraux, on lui reconnaîtra toujours la paternité des droits moraux sur ce PowerPoint. Donc notamment dans ces droits moraux, donc c'est que je dis droit à paternité, elle pourrait avoir un droit de retrait à un moment donné si elle quitte l'institut de dire je veux plus que vous utilisez mes slides, parce que c'est des droits moraux. Alors en théorie, elle doit une compensation au juste préjudice qu'elle ferait, mais bon, on va pas rentrer dans ces détails-là. En général, ça se passe plutôt bien. Mais ce que vous devez retenir surtout, c'est que quand vous êtes une entreprise et que vous avez une personne qui crée quelque chose pour vous, avec une exception pour le logiciel qu'on va voir juste après, pour le code source du logiciel. En tout cas, pour une personne qui crée, un designer par exemple d'une entreprise, pour récupérer le design qu'il va faire pour vous, il va falloir un contrat de cession des droits. Qui est souvent géré peut-être de manière cadre dans un contrat de travail et pas nécessairement au cas par cas. Non, c'est pas possible de le gérer dans un contrat de travail. Dans un contrat de travail, on va pouvoir prévoir une clause, prévoir les conditions dans lesquelles on va devoir les gérer. Par contre, à chaque fois, il va falloir de manière très formelle, c'est ça que j'étais en train de chercher, de manière très formelle, il va falloir faire un contrat de cession où il y aura la mention de quels droits sont cédés, pour quelle durée, pour quel territoire. Il y a vraiment ce formalisme à introduire, puisqu'en fait, tout ce qui n'est pas formellement écrit n'est pas cédé. C'est en ça qu'on a dit que c'était très protecteur.
Donc, hop. Oui, donc on a dit tout à l'heure que le droit d'auteur est, on va dire, un peu spontané. Par contre, il faut s'assurer de pouvoir le protéger quand même et être en mesure de le revendiquer, ce droit d'auteur. Il faut que les entreprises s'assurent de pouvoir l'exploiter. C'est ça qui est très important. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut arriver à s'accaparer l'exploitation, la partie patrimoine, la partie patrimoniale, pour pouvoir l'utiliser sans avoir de soucis avec le créateur originel des droits. Exception est faite pour les salariés développeurs dans les entreprises sur le parti logiciel. Donc là, le code a introduit une exception qui dit qu'un développeur qui va développer du code source d'un logiciel, lui, va céder automatiquement à la personne morale qui l'emploie ses droits. Donc là, il n'y aura pas besoin de faire cette manipulation de contrat de cession des droits. De manière automatique, il y a une cession des droits. Par contre, l'entreprise aura d'autres choses à faire pour pouvoir justement exploiter derrière ses droits. Exactement. Et alors, comme le créateur, mais l'entreprise peut les faire aussi, sur le droit d'auteur, comme il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de matérialisation à un moment donné, alors on dit le droit né de la création de l'œuvre, il va falloir prendre des précautions de datation pour pouvoir démontrer qu'on est l'auteur de cette œuvre. Donc là, on vous a donné plusieurs exemples. Dans le domaine du numérique, essentiellement, on va plutôt se tourner vers des tiers de confiance numériques, comme la société Logitas, l'Agence de protection des programmes, ou des dispositifs comme le solo électronique. Ce sont que des exemples, il y a d'autres modalités. La recherche que doit faire l'entreprise, c'est est-ce que le moyen de preuve que je suis en train d'utiliser va être reconnu si jamais j'ai un litige un jour par un tribunal. Notamment si on est sur des considérations internationales. Si on est franco-français, les moyens que je viens de donner là, huissier de justice par exemple, si on rajoute les huissiers de justice qui ont des coffres-forts électroniques, ces moyens-là vont être reconnus par la justice française. Il n'est pas certain que dans d'autres pays, ça soit reconnu. Donc là, il faudra prendre d'autres précautions, trouver d'autres moyens de faire valoir ces droits d'auteur. Donc les droits patrimoniaux, c'est ce qu'on a expliqué juste avant. Attention, retour en arrière, je suis allé trop vite. Ouais. Attention, quand vous faites appel à un prestataire, à un stagiaire, etc., quelqu'un qui n'est pas salarié de l'entreprise, on retombe dans la dynamique de ce qu'on a dit pour les créations. Quand je reviens sur le logiciel, quand vous faites appel à un prestataire, à un stagiaire, quelqu'un qui n'est pas salarié, et donc il n'y a pas d'exception au droit, il faut re-rentrer dans le mécanisme de contrat de cession, durée, périmètre géographique, quels sont exactement les droits concédés, quel est l'usage qu'on va faire du droit d'auteur, parce qu'il peut y avoir ça. Hein. L'auteur peut très bien ne pas souhaiter un usage particulier de son logiciel, un domaine, par exemple, je sais pas, on fait un logiciel, il veut pas que dans l'armement ce logiciel soit utilisé. On peut imaginer des choses comme ça, quelqu'un qui est pacifiste au fond de lui-même, voilà. Donc on peut prendre aussi l'exemple d'une entreprise qui développe un cahier des charges, on va dire fonctionnel, et qui fait appel à un prestataire pour développer un logiciel qui réponde à son cahier des charges. Là, voilà, j'essaie de te suivre là, parce que ça c'est pas préparé. Il y a des enjeux de bonne coordination des droits d'auteur pour que les droits d'auteur initiaux soient conservés au sein de l'entreprise qui a été à l'origine de ce projet, et à l'inverse que des droits d'auteur associés au code qui est le fruit de la transcription, on va dire, en langage informatique de ce cahier des charges, soit en retour cédé à cette entreprise initiale. Ouais. En général, là, il y aura toujours un donneur d'ordre au-dessus qui va peut-être faire appel déjà à un prestataire pour le cahier des charges, à un prestataire pour le développement. Le donneur d'ordre étant une tierce personne, lui, il va devoir récupérer via des contrats les droits sur l'ensemble de la solution logicielle complète pour pouvoir l'exploiter sereinement et pas se retrouver à un moment donné lors de l'exploitation, notamment si ça économiquement cette exploitation rencontre du succès, à avoir un auteur qui lève la main en disant coucou, mais moi cette partie c'est moi qui l'ai faite, on n'a pas fait de contrat. Le coût de l'intérêt de bien lire les conditions générales de vente aussi. Hop. Là, on a fait un petit aparté sur attention quand vous êtes dans du développement logiciel. Quand vous utilisez ce qu'on peut appeler les logiciels libres, souvent ils sont pas très libres. Donc faire bien attention quand on utilise des parties dans un code, des parties de logiciels préexistantes, à quelle licence cette partie de code est soumise, parce que quelquefois, par héritage ou par contamination, on va se retrouver à avoir un logiciel qu'on ne pourra pas exploiter de manière libre.
Et donc, quand on est dans la considération économique, donc à quoi servent les actifs de propriété industrielle, l'intervenant de la conférence précédente l'a dit, ça sert à sécuriser, mais ça sert surtout à avoir une exploitation et donc de la valeur. Si jamais vous vous retrouvez avec un logiciel qui a été construit par un ensemble de briques, mais que finalement une des briques va venir contaminer l'ensemble de ce que vous avez produit, et que par exemple vous pouvez pas le commercialiser, que c'est quelque chose que vous devez donner librement à la communauté, ça sera un peu dommage, surtout si ça vous a pris plusieurs mois. C'était le propos de ce slide, de petits warnings sur le... Donc maintenant, je vais rentrer un petit peu dans les différents droits qu'on a vus au début. Donc c'est-à-dire qu'on a dit qu'une création numérique, on pouvait bénéficier de plusieurs droits, et notamment, on a parlé, notamment sur le logo ou sur le nom d'un logiciel, du droit des marques. Donc là, on vous a fait un slide qui résume, qui vous explique les critères juridiques qui vont être appréciés quand on a une marque. Critères juridiques de distinctivité, il y a un slide après qui l'explique. Critères juridiques de disponibilité et critères juridiques de licicité. La licicité, ça va être qui conforme à la loi, donc ça, on va se référer à des textes. La disponibilité, c'est qu'il faut que le signe ne soit pas déjà pris. Et la distinctivité, c'est qu'il doit être arbitraire. Donc on va rentrer sur le arbitraire. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que je voudrais pas prendre trop de temps. Et il y a toute une partie, et puis s'il y a des questions, ça c'est intéressant sur les questions aussi à la fin. Donc le signe doit être arbitraire, c'est-à-dire qu'il doit être ni nécessaire, ni usuel, ni descriptif, ni générique. On va pas une marque ne va pas, bout de logiciel va pas s'appeler logiciel. Par exemple. Parce que le mot logiciel peut pas être réservé par une personne, puisqu'en fait, ça désigne l'objet lui-même. Et donc du coup on peut pas le réserver. Donc là on a mis quelques exemples pour vous dire que par exemple vente privée pour du service de vente en ligne, ça marche pas, alors que vous verrez un peu plus bas que vente privée avec un joli logo, ça marche toujours pour le même classe de produits et services. Mais VP qui pour le même produit, VP pourtant ça fait appel même s'il y a une petite connotation, ça marche. Petit bateau pour la location de bateau, ça marche pas. Pour des vêtements, ça marche. Et vente privée, donc je reprends l'exemple du début, mais avec un joli papillon rose et un graphisme un petit peu différent, pour la même classe de produits-services, ça va marcher. Donc le signe doit être... ça c'est la partie licicité, donc pas porter atteinte... disponibilité, donc à des droits antérieurs. Et pour ce faire, il faut... Donc ça, le petit doigt, notez bien, la petite main levée, c'est le déposant qui doit s'assurer que le signe qu'il a choisi est bien disponible. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Il faut faire des vérifications de disponibilité dans les bases de données qui sont en accès libre, et vous avez des recherches qui vont être soit par similarité, si on est par vous-même sur les bases de données, mais on peut aussi faire des recherches un peu plus approfondies. Donc là, on vous a mis, alors la ressource en accès libre, c'est data.npi.fr. Si vous voulez il y a des prestataires qui vous permettent de faire ces recherches, des prestataires soit par des conseils en propriété industrielle, soit des organismes de recherche. L'INPI, on a un service aussi. On peut faire des recherches, c'est celui qui est noté là. Donc je vais passer assez vite parce que c'est pas vite. C'est service prestation de recherche, c'est le petit truc bleu que vous voyez là. Et on a mis le logo de la SNCPI. On a dit aussi tout à l'heure que pour un logiciel, on pouvait mobiliser le droit du dessin et modèle. Donc droit de dessin et modèle. Là, les caractères juridiques qui vont être pris en compte, c'est la nouveauté, le caractère propre. Le caractère propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une impression de déjà vu. C'est-à-dire que l'objet va avoir son propre caractère. Je ne sais pas mieux le définir que ça. Tout à l'heure, je l'ai peut-être pas dit parce que je suis passé vite sur le slide, mais la marque, c'est 20 ans, la protection renouvelable de manière indéfinie. 10 ans, pardon, la protection de manière indéfinie. Là, c'est 25 ans, le droit de dessin modal, avec des tranches de 5 années. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de renouveler de 5 ans en 5 ans jusqu'à 25 ans. Le dessin modèle va protéger l'esthétique. Donc c'est pour ça qu'on protège les interfaces graphiques, notamment. Alors, base de données. Je vais peut-être m'y attarder un peu plus parce qu'on est dans le domaine du numérique. La base de données va être protégée par 2 droits. On va revenir sur le droit qu'on a déjà longuement abordé. La base de données va être protégée par du droit d'auteur. On vous a mis l'article du code qui définit la base de données. La difficulté va être pour le
pour le concepteur de la base de données d'aller chercher, parce qu'on est sur du droit d'auteur, le critère d'originalité. Donc l'originalité, ça va être comment le créateur de la base de données a apporté sa patte, sa personnalité, pour qu'il soit un auteur, dans l'organisation de la base et des données qui sont dans la base. Si on arrive à démontrer qu'il y a une originalité, il y aura du droit d'auteur attaché à la base de données. Soit dans le choix des données, soit dans la structuration dont on va organiser les données. C'est comme ça qu'on va pouvoir dire il y a originalité, donc il y a droit d'auteur, donc il y a une protection qui est née. Donc c'est pas très très simple. Hein. On parle bien là de la base dans sa globalité et pas nécessairement de la donnée à l'intérieur de la base, qui elle-même peut avoir un droit d'auteur particulier. Si c'est une base de données photo, oui, c'est autre chose. Ouais. Là, les photos, voilà. Il y a un droit d'auteur sur la photo initiale. Ouais. Déjà, et là, on parle bien de la base de données globale. La base de données globale, mais là, la personne qui va constituer la base, attention, si elle met des photos dans sa base, il va falloir qu'elle récupère les droits pour pouvoir exploiter les photos, parce que les auteurs des photos auront eux-mêmes des droits de photographes. Donc c'est un peu différent. Là, mais par contre, le choix de dire je vais prendre cette photo, moi en tant que personne qui constitue la base, j'aurai une originalité parce que j'ai choisi cette photo-là et pas une autre. Voilà. Donc là, c'est là où c'est important de comprendre que la base va pouvoir bénéficier de ce droit d'auteur parce qu'on a fait un choix arbitraire. Et la base de données bénéficie d'un deuxième droit, qui est le droit sui generis du producteur de base de données. Et là, ce qu'on vient récompenser, enfin ce que le droit vient récompenser, c'est le fait que le producteur de la base va avoir fait un effort substantiel. C'est ça qui est le mot qui est important dans ce slide, c'est substantiel. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait eu un effort financier, de gain, un effort de temps pour constituer l'actif base de données. Ça peut se traduire. Donc là, ce qu'on conseille aux entreprises, c'est de conserver toutes les factures, par exemple, quand elles ont acquis des informations pour constituer la base. Je vais acheter un listing, mais l'achat de ce listing m'a coûté 10 000 euros, ben ça rentre dans l'effort substantiel pour constituer ma base, et ça rentre dans ce début de valorisation de la base de données. Ce qu'il va falloir aussi, comme précaution pour bénéficier du droit sui generis, c'est de conserver l'ensemble du temps consacré, du temps humain consacré à la constitution de la base. Combien de personnes dans l'entreprise ont été mobilisées pour faire les essais, par exemple, qui vont être retranscrits dans la base. C'est ça qui va pouvoir donner, parce que ce qui est important, c'est donner le fait que ça soit substantiel, donc conséquent, et que derrière, il y a une valeur qu'on est capable de estimer. La protection du droit sui generis, c'est 15 ans à compter de l'achèvement de la base. Donc vous avez constitué votre base, vous dites bon, j'ai ma base, elle est faite. Donc là, il faut prendre date. On en revient sur nos critères précédents il faut une prise de date, datation, pour que ça datation, datage, oui, ouais, datation, datage, je crois pas que c'est pour que ça parte sur 15 ans. Par contre, il est possible, si au bout de 5 ans finalement vous refaites un effort substantiel pour enrichir votre base, de repositionner une date et de repartir sur 15 ans de protection. C'est la petite info qui est en dessous. Ça, c'est souvent assez méconnu. Et souvent, ce qui est difficile quand on est confronté à mobiliser le droit sui generis, c'est de déterminer depuis quand la base est faite. Parce que justement, il n'y a pas eu de précaution de dire elle est dans sa consistance finale depuis telle date. De l'intérêt peut-être de faire un peu de versionning, quoi, de dire de dater régulièrement, de dater régulièrement et de pouvoir dire c'est là. En fait, il y a une forme d'organisation à introduire dans la structure, enfin dans l'entreprise, pour pouvoir bénéficier de ces droits-là. Tout tient à ça en fait. Hein. Quand on pense propriété intellectuelle, on pense souvent en premier lieu au brevet. On vient de passer peut-être un gros quart d'heure à détailler tous les autres brevets, ce qui prouve bien que c'est pas le seul, mais il y a quand même tous les autres droits. Ouais. Tous les autres droits, mais il y a quand même le brevet à traiter et qui peut s'appliquer donc au numérique. Ouais. Alors là, mon propos va être introductif, c'est-à-dire que je vais revenir un petit peu sur que protège le brevet et comment on obtient ce droit, et après je passerai la parole donc à Sylvain Chaffré. Il y aura quelques exemples aussi sur des brevets numériques, logiciels pour l'assistance. Donc le brevet protège les inventions. Donc depuis le début, je parle pas d'invention, je parle d'innovation, je parle de création. Le brevet, c'est vraiment, on va descendre dans la partie invention. Et une invention, c'est une solution technique à un problème technique. Ça a été dit par Mehdi dans la conférence précédente.
Il y a 3 conditions pour obtenir un brevet. Nouveauté, activité inventive, application industrielle. Nouveauté, activité inventive, je vais y revenir après. Application industrielle, c'est qu'il faut que, à la lecture du brevet, on arrive à la réaliser. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tomber sur quelque chose qui n'est pas possible, dans l'état actuel des connaissances, à réaliser. Donc c'est évacuer ce critère-là, en général, ça passe. Nouveauté, ça va s'apprécier par des recherches. Des recherches sur les inventions du même domaine qui ont déjà été publiées. Activité inventive, ça va être une appréciation subjective en fonction des documents qui ont été trouvés lors de la recherche, de vérifier que, finalement, avec ces connaissances, en la lecture de tous les brevets qu'on a trouvés dans la recherche, est-ce que la solution qui est proposée pour ce problème-là est évidente ou pas? Si elle est évidente, on dira qu'il n'y a pas d'activité inventive. En général, c'est pas sur le brevet dans son ensemble, mais sur les revendications une à une du brevet qu'on fait cette appréciation. Et si par contre c'est inventif, on dira que c'est inventif. Donc, dans le rapport de recherche, vous avez des petites croix, des petits signes, et dans l'opinion de l'examinateur, vous allez avoir des oui et des non. Si vous avez que des non, c'est mal barré. Si vous avez des oui, c'est bien barré. Donc le brevet appliqué au logiciel. Ce que vous devez comprendre, c'est que on va, quand on est examinateur brevet et qu'on examine un brevet de logiciel, on va aller chercher tout ce qui tient à la science, aux mathématiques, à l'économie, aux finances. Si ça parle que de ça, ça passe directement dans la case, pas brevetable. Et l'examinateur, lui, va aller chercher, c'est le slide d'après, à voir quelle est la solution que vous apportez à quel problème. Il faut que les deux soient techniques. Si les données qui sont en entrée ou en sortie de ce que vous êtes en train de nous raconter sont des données techniques, alors s'il y a une solution et un problème, mais que finalement on va traiter des données économiques, je vais prendre un exemple tout à l'heure, ça sera pas un brevet, puisque on verra que les méthodes d'analyse économique ne sont pas brevetables, parce que c'est des exceptions qui sont énumérées dans le dans le code de la propriété intellectuelle, hein, tout simplement. C'est pas parce qu'on n'a pas envie, c'est juste parce qu'on nous dit ça, c'est pas brevetable. Donc du coup, les petits signes, c'était bien ce slide-là, parce que je crois qu'il y avait un truc avec des signes. Non, c'est pas ça. Bon, je suis un peu perdu. C'est après mes exemples, il doit y avoir les petits signes. Je reviens sur les petits signes. Je donne des exemples et après je reviens sur les signes. Exemple, un modèle d'imagerie par radiographie. Là, le principe de l'invention, c'est de prendre des photos et d'avoir un logiciel. Donc, on a bien un logiciel qui va venir reconstituer un modèle 3 dimensions grâce aux photos qui ont été prises. Donc ça a été breveté. Un brevet très connu d'IBM. On pourrait s'imaginer que on est vraiment que dans du logiciel. Il y a eu brevet derrière attribué, délivré, parce qu'en fait, là, le principe du brevet, c'est de dire, quand je fais chevaucher des fenêtres dans un écran, le texte de la fenêtre qui est en dessous va se déplacer. Donc, il y a bien un effet technique. La fenêtre venant se positionner sur... alors, le problème technique, c'est je veux pouvoir lire ce qui est écrit derrière. La solution, c'est que quand je vais mettre ma fenêtre devant, je vais déplacer le texte. Donc là, il y a bien un effet technique. Et IBM avait, donc là, on vous a remis un petit peu ce qui était la manière d'appréhender ce brevet. Mais bien, on a bien une suite d'étapes qui va être notamment le fait que on a une acquisition du fait qu'une fenêtre vient sur la fenêtre qui est dessous et que le texte doit se déplacer. Et donc il y a derrière un algorithme, certes, mais un algorithme qui va déplacer le texte. C'est parce qu'on a cette suite d'étapes que ça peut s'apparenter à un procédé. Si Exactement. On veut faire une analogie avec ce qu'on peut connaître dans le monde physique. Physique, ouais. Parce qu'il y a ce procédé, on montre qu'il y a donc l'élaboration d'une solution technique à un problème technique initial. Et c'est donc pour ça on peut considérer la brevetabilité de cette Exactement. Cette, et c'est pour ça invention. C'est exactement ce que tu as dit, et c'est pour ça que le brevet a été délivré. Donc tout à l'heure, j'ai expliqué que les business méthodes n'étaient pas brevetables. Là, il y a un exemple français et un exemple américain que je vais vous laisser lire. Là, l'examinateur se dit, finalement, soit les données en entrée, soit les données en sortie, ou soit il n'y a pas d'effet technique, et donc du coup, je ne peux pas délivrer de brevet, et il ne délivrera pas de brevet. On nous a mis 2 exemples pour montrer que c'est assez universel comme approche et appréciation
Et souvent on dit c'est plus facile de breveter le logiciel aux États-Unis, donc c'est pour ça que je vous ai mis un exemple américain qui fait que ça n'a pas été non plus breveté. Et on est sur des logiciels. Voilà. Hop. Donc un petit slide de résumé avant de passer la parole pour vous dire que pour pouvoir acquérir des droits sur des créations numériques ou ici plus précisément logiciels, il faut prendre des dates souvent, c'est comme ça qu'on fait. Que on peut avoir plusieurs droits qui sont mobilisés, que ces droits sont cumulatifs, on peut bénéficier sur un même produit de plusieurs des droits. Il faut faire attention à la récupération de la titularité et pouvoir exploiter quand on est une entreprise parce que le droit d'auteur va être attaché à la personne physique et que c'est tout. Voilà. Et il se posait la question quand c'est pertinent de la brevetabilité et de la liberté d'exploitation de logiciels parce qu'on l'a vu et dit et redit, on peut. Voilà, c'est possible. Voilà. C'est à réfléchir en fonction de la stratégie des entreprises, mais en tout cas c'est possible et souvent pertinent. Merci Patrice. Avec plaisir. On va creuser le sillon avant de passer la parole à la salle pour d'éventuelles questions avec Sylvain. Non, vas-y. Justement, je disais juste qu'on allait on ferait des questions après. On ferait une question après. De façon à pouvoir, on va dire, plonger un peu plus dans la question des données, l'intelligence artificielle et la brevetabilité associée. Donc Sylvain, tu travailles chez Regimbault, qui est un cabinet en propriété intellectuelle, et tu es spécialiste des questions numériques. Des questions numériques, du logiciel, parce que j'ai fait des études dans le logiciel lorsque j'étais jeune, avant de tomber dans la profession de conseil en propriété industrielle. Et dans l'IA depuis quelques années où j'ai suivi un peu la montée en puissance de l'innovation dans ce domaine-là. Donc, on va reprendre beaucoup des choses qui ont déjà été dites par Patrice, mais en les appliquant à l'IA et au numérique de façon plus générale. Alors, pourquoi, quand je dis l'IA, on va surtout parler des réseaux de neurones, donc des réseaux de neurones tels qu'ils sont aujourd'hui, donc plutôt le deep learning. Mais beaucoup des concepts dont je vais parler sont un peu généralisables à tout ce qui est apprentissage machine, à tout ce qui est IA et pour certains aspects à tout ce qui est simplement logiciel et numérique. Alors là, on parle un petit peu de technique avec un modèle de réseau de neurones de type deep learning ou enfin perceptron multicouche pour parler un peu de la complexité du système et des différents aspects techniques que peut revêtir ce système, qui chacun peut être décliné en protection juridique distincte ou cumulative Donc, bon, on va pas trop parler technique, mais en étant rapide. Donc, on a le réseau de neurones qui peut être figuré comme une boîte noire, parce que parfois il est sur étagère, il n'est pas modifié. L'utilisateur utilise un réseau de neurones tel qu'il existe, un lunette ou peu importe. Il y a une étape, une phase d'apprentissage et une phase d'exploitation. Dans la phase d'apprentissage, donc on récupère ou on constitue un ensemble d'apprentissage. Donc il peut y avoir un investissement au niveau de l'ensemble d'apprentissage qu'on applique au réseau de neurones. On récupère en sortie une sortie, donc qu'on compare avec une étiquette qu'on a attribuée, qui peut être constituée à l'ensemble d'apprentissage ou qu'on a formalisé nous-mêmes. En fonction de l'erreur, donc enfin une fonction de coût qui estime une erreur, qu'on permet de modifier le modèle instancié par le réseau de neurones jusqu'à ce qu'on converge et qu'on ait quelque chose de relativement stable. Et ensuite, on peut l'exploiter sur des nouvelles données qui ne sont pas parties de l'ensemble d'apprentissage, sinon ça n'a aucun intérêt. Et on obtient une nouvelle sortie qui est une prédiction. Qu'est-ce que donne le réseau de neurones sur cette nouvelle donnée? Et on peut exploiter cette prédiction pour différents usages. Donc là, on a vu un peu les différents aspects du réseau neurone, sur lequel on va revenir petit à petit dans la suite. Et Sylvain, en plus, cette prédiction peut venir permettre éventuellement, on peut faire de l'apprentissage itératif. Itératif, tout à fait. Donc là, j'ai distingué les deux phases, mais parfois, c'est entremêlé. Il y a plein de variantes autour de ça. C'est vraiment un schéma très général, tel qu'il existait dans les années 80 lorsque j'étais étudiant. 90. Donc là, bon, c'est un nouveau résumé un petit peu des différents aspects du réseau de neurones, tels qu'ils peuvent être, sur lesquels il peut y avoir des investissements de R&D ou des investissements financiers, et donc ils peuvent être intéressants de protéger par des protections juridiques, différents mécanismes de protection juridique. Donc on a le code informatique, donc un code source ou code binaire.
L'architecture du réseau de neurones, qui peut être un réseau sur plateau, mais sur étagère, mais qui peut être aussi modifié pour un besoin particulier. Le procédé d'apprentissage, qui peut être classique ou pas. On peut définir une nouvelle fonction de coût. Enfin bon, différentes. On ne va pas rentrer dans la technique. Les poids synaptiques, c'est l'état de votre réseau neurone une fois qu'il a été entraîné. L'infrastructure matérielle, qui peut être classique, mais qui peut être spécifique à votre réseau de neurones. L'application, qu'est-ce que vous en faites? Vous ne faites pas un réseau de neurones pour le plaisir. Il est appliqué à des données qui sont issues de capteurs ou ils interagissent avec des actuateurs. Et les données d'apprentissage, donc, que vous avez récupérées ou que vous avez constituées vous-même. Quand on parle de protection juridique des réseaux de neurones, il vient tout de suite à la protection juridique de protéines industrielles. On parle souvent de brevets. Donc, Patrice a pas mal discuté sur le sujet. Et dans le domaine de l'IA, on a un grand boom, un peu une croissance exponentielle du nombre de demandes de brevets relatifs aux réseaux de neurones depuis les années 2010-2012. Pourquoi 2012? Alors déjà, la croissance avait débuté un petit peu avant parce qu'il y avait déjà un vent favorable à l'intelligence artificielle pendant à la fin des années 2009-2010, qui venait à la fois de travaux de R&D, de mise en place d'infrastructures matérielles qui permettaient de rendre possible certaines choses qui n'étaient pas faciles de mettre en place avant, et surtout de la mise à disposition des gens qui voulaient utiliser cette technologie-là de grandes masses de données. Fin des années 2000, c'est le règne du big data, et c'est ces big data qui vont permettre de rendre possible ce développement de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage machine, et en particulier à partir de 2012, ImageNet, un concours où un réseau de neurones, donc l'approche collectionniste de l'intelligence artificielle, un réseau de neurones l'a emporté à la surprise générale et a redonné le vent en poupe à cette technologie qui était un petit peu décriée auparavant. Et à partir de là, grand engouement de R&D et subséquemment accroissement des dépôts de demandes de brevets. Là, sur quelques statistiques sur le domaine de l'agro, enfin des technologies liées au numérique et à l'agriculture, ainsi qu'à la santé. Malheureusement, les statistiques que j'ai trouvées mêlent un petit peu les deux. Ces statistiques qui valent ce qu'elles valent, d'une part parce que on est sur des faibles nombres et parce que dû à ce segment-là, parce que une demande de brevet peut s'appliquer à différents domaines, donc extraire une demande de brevet liée à l'agroalimentaire, alors que finalement c'est une demande de brevet qui est liée à l'analyse d'image, et qu'on analyse une image pour extraire une grappe de raisin dans les vignes ou un os pour de la chirurgie. Ça change peut-être pas forcément les choses, ça peut ou pas, ça dépend si c'est spécifique ou pas. Et voilà, donc c'est des données qui sont vraiment sur les nombres montrent des volumes relativement faibles, mais qui permettent de voir aussi la tendance qui est la même que le slide précédent, c'est-à-dire un accroissement plutôt exponentiel. Brevetabilité de l'IA. Donc, on a vu que, Patrice vous a montré qu'il y avait deux critères principaux pour la brevetabilité, qui sont la nouveauté et l'activité inventive. Mais avant cela, et il l'a dit, et Mehdi l'avait dit dans la présentation avant, un brevet, c'est une solution technique à un problème technique. Or, un réseau de neurones, fondamentalement, c'est quoi? C'est un modèle mathématique. C'est des formules, c'est des algorithmes qui traitent des données et avec un apprentissage, avec une descente de gradient. Tout ça, c'est mathématique. Donc, est-ce que le brevet peut correspondre, peut couvrir une invention liée à un réseau de neurones? Alors même que le théorème de Pythagore, il n'est pas breveté, par exemple. Exactement. Les formules mathématiques ne sont pas brevetables. Les formules, a priori, ne sont pas brevetables. Là, ça s'appuie sur un modèle mathématique et donc on peut se poser la question de la brevetabilité. Et ça tombe bien. On va essayer d'apporter une première réponse. Voilà. Alors, la brevetabilité de l'IA, donc ça c'est je vais prendre ici une approche un petit peu européenne, c'est-à-dire basée sur l'Office européen des brevets, sachant qu'il y a plusieurs voies possibles qui s'ouvrent aux demandeurs. On peut déposer des demandes de brevets en France auprès de l'INPI, on peut déposer des demandes de brevets auprès de l'Office européen des brevets qui, lorsqu'elles sont délivrées, auront une valeur en France dans le brevet français. On peut déposer aux USA, on peut déposer au Japon, etc. L'approche européenne, elle a le mérite de s'appliquer directement à vous, demandeurs, et
comme l'a dit aussi un petit peu Patrice, on va quand même, enfin, certains aspects sont assez universels et on va petit à petit vers une convergence de grand nombre de concepts. Donc, ce que je vous dis là est lié à l'Europe, basé sur le droit européen, mais peut s'appliquer assez bien à d'autres juridictions. Donc, ces directives donc, s'appliquent aux examinateurs et obligent les examinateurs à y respecter pour savoir comment traiter de la brevetabilité du logiciel. Et elles disent clairement, enfin, elles mentionnent clairement l'aspect réseau de neurones ou invention liée à l'IA, en disant que le simple fait d'utiliser un réseau de neurones en soi n'est pas technique. Donc, ça veut dire que l'aspect technique, puisque le brevet peut couvrir une solution technique, un problème technique, il va falloir le chercher à l'extérieur de ce réseau de neurones. Ce n'est pas le réseau de neurones en lui-même qui va conférer le caractère technique à votre innovation. Alors ça a été aussi assez bien expliqué par une jurisprudence, donc une décision d'une chambre de recours de l'Office européen des brevets, qui a fait parler beaucoup d'encre, mais qui a établi certaines règles sur lesquelles on se base encore aujourd'hui. On appelle l'approche COMVIC. Bon, peu importe. Elle se base sur le fait qu'on va prendre votre revendication. Donc, la revendication, c'est en quelque sorte une définition de dictionnaire de votre invention, où on a un certain nombre de caractéristiques qui définissent quelle est votre invention. On va prendre ces caractéristiques et on va les prendre une par une. Donc là, je prends un exemple un petit peu abstrait avec une invention où il y a un processeur, où il y a un classifieur d'images et une autre caractéristique mathématique. Par exemple, votre classifieur d'images, une fois qu'on a classifié l'image, on lui attribue un prix. Par exemple, donc ça, ces revendications concernent la même invention. On est d'accord, c'est une même invention qui a différentes revendications, différentes fonctionnalités. Non, ça c'est une seule revendication et on prend dans la revendication les différentes caractéristiques. Ouais. Et on prend ces caractéristiques une par une et on les passe dans un premier filtre pour savoir est-ce que la caractéristique, elle est technique ou pas. Là, on a un processeur, c'est technique, on garde cette caractéristique. On a une autre caractéristique qui est un classifieur d'images. Un classifieur, c'est un outil mathématique. Mais il traite d'images. Donc, il va chercher finalement à répondre à un problème technique qui va être de traiter vos images, qui est un élément assez tangible. Donc, oui, enfin non, ce n'est pas technique, mais ça apporte une contribution technique à votre solution. Donc, on va même le mettre dans le panier. La troisième, elle attribue un prix à votre image. C'est une étape plutôt mathématique. Donc, ce n'est pas technique. Est-ce qu'elle contribue à un effet technique? Non. Est-ce qu'elle attribue un prix? Ça n'a pas d'effet technique. C'est exclu de la brevetabilité explicitement. Donc, ça part dans ma petite case poubelle. Voilà. Et à la fin, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le panier. Et c'est uniquement sur les caractéristiques qui sont dans le panier qu'on va mesurer les caractères classiques de brevetabilité, à savoir nouveauté et activité inventive. Il y a eu une autre décision, donc il y a une grande chambre de recours, donc G1-19, ça c'est des grands noms, enfin il y a des grandes chambres de recours, elles rendent un ou deux ou un peu plus parfois décisions par an, et ce sont des décisions qui vraiment s'imposent aux examinateurs et sont vraiment des règles de droit assez impératives. Et cette décision-là, assez récente, elle a repris cette approche dont je vous ai parlé avant, mais elle l'a beaucoup décrite. C'est une décision qui est assez longue, hein, qui doit faire, je sais plus, une centaine de pages, qui décrit différents cas d'application, différents exemples. Et il y a ce point-là qui est assez intéressant parce qu'il parle un peu des inventions de logiciels en général, mais c'est très appliqué et applicable à l'intelligence artificielle et au réseau de neurones, en disant que finalement, votre effet technique pour réseau de neurones, vous allez pouvoir le trouver soit dans les entrées, soit dans les sorties. Enfin, quand je dis soit, c'est et ou dans les entrées, et ou dans les sorties, et ou dans les interactions avec l'infrastructure, avec le monde du matériel. Alors, dans les entrées, c'est assez facile. C'est-à-dire, dès lors que vous ne traitez pas des données qui sont abstraites, mais des données qui sont concrétisées, donc ce sont des images, ce sont des signaux sonores, ce sont des signaux qui viennent des télécommunications, donc vous traitez un PDU qui vient d'un réseau de télécom, vous allez pouvoir avoir un effet technique, parce que vous touchez au monde tangible.
Et pour les sorties, ça va être à peu près la même chose. Si vous sortez de votre réseau de neurones vers un actuateur, donc vous agissez sur un bras robot, vous faites quelque chose qui va être dans le monde matériel, alors vous avez un effet technique. Alors j'ai trouvé un cas d'école en faisant des recherches où vraiment cette théorie-là de décision des cours de l'OEB a été vraiment appliquée. C'est un cas concret, qui n'est pas un dossier que j'ai traité moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé un peu par hasard en cherchant dans les bases de données, où on a une méthode donc, qui est vraiment basée sur le réseau de neurones, mais d'un point de vue très théorique. C'est la façon dont les neurones de la couche cachée du réseau de neurones vont apprendre pendant la phase d'apprentissage. Donc on est vraiment dans le modèle mathématique. Et c'est ça qui a été déposé ab initio par le déposant. Et l'Office européen des brevets a dit, ce qu'on a, de façon qu'on a expliqué avant, ça, c'est une méthode mathématique, ce n'est pas brevetable, donc je veux rejeter ça. Le demandeur a dit, ah bah d'accord, je vais modifier ma revendication et je vais rajouter une caractéristique supplémentaire en disant que mes données d'entrée, c'est pas des données abstraites, c'est des données images, c'est des données sons, c'est des données qui viennent de capteurs, enfin, il a listé un certain nombre de possibilités. Dès lors, ça devient des choses qui sont concrètes, qui viennent du monde tangible. Et bien, il a eu sa délivrance, le brevet a été délivré. Donc c'est vraiment voilà, une application des jurisprudences et des règles que je vous ai expliquées précédemment. Conclusion là-dessus, bon, on peut dire, bien sûr, qu'il y a quand même c'est toujours pas. Je vous ai expliqué un cas qui était un cas relativement clair et facile. Dans un certain nombre de cas, on est dans une zone grise où il est assez difficile de savoir est-ce qu'il y a un effet technique, oui, non. Voilà, c'est pas toujours facile. Si vous avez un réseau de neurones appliqué à des données de paiement sur Internet, est-ce que c'est purement financier? Est-ce qu'il y a un caractère technique? Oui, non. On est parfois dans des zones un petit peu floues. Donc, ça, c'est un petit peu le côté négatif de l'approche brevet pour protéger l'innovation liée à l'IA. Mais appliqué au secteur industriel, parce que je rappelle, on est au salon Vive Industrie, on imagine tout à fait, par exemple, un logiciel d'intelligence artificielle qui vient détecter, par exemple, certaines défaillances de machines et qui viennent alerter sur voilà, un enjeu de maintenance. Là, on imagine bien, a priori comme ça. A priori, on est dans le domaine éligible. Effectivement, vous avez des données qui viennent soit de machines-outils, ou ça peut être des données qui viennent de capteurs, ou un IoT qui va émettre des alarmes ou qui va envoyer un flux de données vers un moteur d'intelligence artificielle qui peut être soit embarqué dans l'IoT, soit sur le cloud, et qui va digérer tout ça pour, à la fin, donner un résultat. Là, on est clairement dans le domaine il y a un effet technique qui semble assez probable. Après, il va se poser la question des critères en phase 2 de nouveauté et activité inventive par rapport à un existant. Voilà. Sur les intérêts du brevet, je pense qu'on a déjà un peu abordé la question avant. On l'avait abordé aussi à la présentation précédente sur la valorisation des brevets. Donc, bien sûr, c'est un moyen de protéger votre innovation, de protéger vos investissements en R&D par rapport à des tiers que vous pouvez valoriser lorsqu'il y a des contrefacteurs, que vous pouvez valoriser en allant chercher, parfois ils viennent tout seuls, mais ou en allant chercher des licenciés pour valoriser votre actif immatériel en accord de licence. Ça peut être aussi un outil marketing, puisque vous donnez une valeur high-tech, innovante à votre entreprise. Ça peut être aussi, et c'est parfois, ça peut être une condition préalable à des négociations avec un partenaire pour mettre, avant votre accord, vous passez avec votre partenaire, votre actif dans une demande de brevet qui vient le protéger, qui vient en quelque sorte l'instancier, lui donner une valeur concrète. Peut être aussi, c'est de plus en plus une condition préalable à tout investissement. Les investisseurs vont parfois vous demander est-ce que vous avez protégé votre innovation par des demandes de brevet? Oui, non. Et sinon, faites-le vite et après, on parlera d'investir dans votre entreprise. Voilà, donc différentes raisons pour lesquelles déposer des brevets, qui peuvent être des raisons directes ou parfois des raisons un peu périphériques, c'est-à-dire qui ne sont pas liées vraiment au brevet en lui-même, mais à sa valeur qu'il acquiert. IA et droit d'auteur. Bon,
Voilà, c'est un petit peu ce dont on a parlé déjà aussi. Donc, le droit d'auteur appartient au droit de littérature et des œuvres artistiques. Donc, on est assez loin de l'IA, mais on a fait rentrer dedans le logiciel. Et le code de la propriété industrielle dit clairement que le logiciel est éligible à la protection par droit d'auteur. Mais, donc, un certain nombre de bémols, donc certains dont on a parlé précédemment, c'est qu'on va protéger uniquement une implémentation d'une idée, c'est-à-dire le code, et non pas l'idée générale qui sous-tend le code. Ça veut dire que, en fait, il vient vous protéger d'une copie servile de votre logiciel. Il n'empêche pas qu'un tiers puisse développer un logiciel similaire basé sur les mêmes idées. Soit parce qu'il est arrivé au même développement de façon complètement indépendante, soit parce qu'il a trouvé votre logiciel c'était une bonne idée et il a voulu faire la même chose de son côté. Rien ne l'empêche de développer de façon parallèle le même code. C'est un premier bémol. Il y a un deuxième bémol qui apparaît, je dirais, de plus en plus, c'est que quand même, le droit d'auteur appartient à la propriété littéraire et artistique. C'est sa genèse. Et il y a le critère d'originalité lié à un auteur. Il faut qu'on sente la patte de l'auteur. Or, dans un logiciel, malheureusement, souvent, le développeur, le codeur, il est contraint par des considérations purement techniques. Et dans de nombreux cas, les tribunaux ont refusé l'accès au droit d'auteur en disant que le logiciel était purement guidé par des considérations techniques et qu'il n'y avait pas la patte artistique du codeur. Donc ça veut dire que si vous, développeur, ou vous avez des développeurs chez vous et vous souhaitez garantir votre protection par droit d'auteur, il faut qu'on ressente l'aspect artistique, l'aspect original du codeur dans le code. Ça peut être par le choix de nom des fonctions, ça peut être, il faut être un peu imaginatif parce que justement, c'est cet aspect imaginatif qui va être protégeable. Donc, en petite conclusion sur le droit d'auteur, est-ce que le droit d'auteur peut permettre la protection, lorsqu'on l'applique au réseau de neurones, du code informatique? A priori, oui, puisque le code informatique est protégeable par droit d'auteur, au bémol près donc de ce critère d'originalité qui peut poser problème. Des données d'apprentissage, je ne sais pas s'il y a une réponse dans la salle. Les données d'apprentissage, alors oui, si les données d'apprentissage en elles-mêmes sont protégeables par droit d'auteur, si vous avez constitué vous-même vos images, parce que vous avez photographié, donc là, en tant que photographe, vous êtes auteur de ces images. Après, en général, dans la base d'apprentissage, vous récoltez des données qui sont externes, qui peuvent avoir des droits d'auteur ou pas, mais vous, en tant que producteur d'une base de données, est-ce que le droit d'auteur va être éligible? A priori, non, parce qu'il n'y a pas de critère d'originalité. Vous avez fait que rassembler des choses, il n'y a pas d'originalité là-dessus. Mais on le verra, il y aura d'autres types de droits, on en a parlé tout à l'heure, le droit suggéré notamment. Voilà, dans deux ou trois slides, j'y viens. Et le modèle, donc le modèle, c'est-à-dire le réseau de neurones auquel on a attribué des poids par la phase d'apprentissage, peut-il être protégeable par droit d'auteur? Là va se poser aussi, alors peut-être il est original, original au sens qu'il est nouveau plutôt, peut-être de la nouveauté. Mais original et lié à un auteur, non. Qui est l'auteur? C'est un processus automatique. Donc, a priori, il n'y a pas d'auteur là-dessus non plus. Donc, c'est le slide suivant. Donc, sur le droit sui generis. Donc là, je ne veux pas répéter, parce que là, vraiment, ça a été dit. Donc, ça protège un investissement qui peut être financier, humain, technique, etc., sur la constitution, la production d'une base de données donc, qui agrège des données qui peuvent être de sources uniques ou de sources différentes.
Donc, a priori, ça s'applique bien à la base d'apprentissage, puisqu'il s'agit vraiment de ça, d'agréger des données qui elles-mêmes peuvent être protégées ou non, là n'est pas la question, mais de constituer, d'investir du temps pour constituer une base d'apprentissage, à la base duquel ton réseau de neurones va pouvoir apprendre et après être utilisé en production. La seule question qui peut se poser, enfin non, sur le droit, sur les bases d'apprentissage, il n'y a pas de question. Il y a un point important quand même que je relais là, c'est le fait que la production de la donnée initiale est pas concernée. C'est bien tout le travail d'enregistrement, de collecte, mais c'est pas ce que je lis bien. L'investissement qui résulte de la création des données initiales. Donc c'est vraiment au cas par cas. Exclut la protection. C'est pas tant la production initiale que l'enregistrement et la capitalisation dans une base de données et l'ensemble de données. C'est ça, parce qu'en fait, dans une si on revient enfin, je ne vais pas revenir, mais vous avez tous en tête le schéma du début ou de la phase d'apprentissage. Dans la base de données, il y a à la fois récupérer des données et puis leur étiquetage. C'est-à-dire, voilà, si vous voulez faire de la classification, il faut qu'à chaque donnée de la zone d'apprentissage, vous assigniez à quoi vous voulez que ça corresponde pour pouvoir que votre réseau de neurones apprenne cet effort-là. Et cet effort-là, voilà, cet effort-là peut être un investissement suffisant. Enfin, a priori, il n'y a pas énormément de jurisprudence sur ces sujets-là, je ne crois pas, mais ce qui pourrait rendre éligible la constitution de la base de données d'apprentissage au droit sui generis. Pour le modèle, donc le modèle, c'est quoi? C'est un réseau de neurones avec des poids synaptiques. Les poids synaptiques, finalement, c'est un ensemble de données. Donc, on peut l'assimiler d'une certaine façon à une base de données structurée, d'une certaine façon, d'une façon très technique, mais c'est un ensemble de données. Est-il pour autant éligible au droit sui generis? Là, la question qui va se poser, c'est quel est l'investissement? Sachant que ces poids synaptiques du réseau de neurones, ils sont déterminés par un processus automatique. Donc, à ce stade-là, l'humain n'intervient pas. On appuie sur un bouton. Donc, il n'y a pas d'investissement. Si le réseau de neurones est connu en lui-même, il n'y a pas d'investissement non plus dans l'achat d'un réseau de neurones, etc. Tout ça, il n'y a pas, à mon avis, de critères qui permettent de le rendre éligible. Sauf si on arrive à faire rentrer dans l'investissement, peut-être la constitution de la base de données d'apprentissage. Donc, du coup, ça devient une chaîne globale qui permet probablement de protéger votre modèle par ce droit sui generis. Mais encore faut-il que vous ayez fait l'entraînement sur une base qui soit spécifique, dans laquelle vous avez mis un investissement. S'il l'avait entraîné sur une base open source, enfin, qui est disponible sur Internet, comme il en a tant, et que vous avez utilisé un réseau de neurones connu pour faire cet apprentissage-là, ce réseau de neurones, a priori, ne sera pas éligible au droit sui generis. Et j'enfonce le clou de l'importance aussi de la datation et pour marquer un peu l'appropriation et la date de cette base de données d'apprentissage si on veut revendiquer derrière le droit sui generis. Tout à fait. Et c'est important parce que, enfin, ça dépend quel est le business model derrière, mais il peut arriver que vous aviez entraîné votre réseau de neurones et puis vous mettez en libre accès, enfin pas en libre accès, mais en accès disponible sur le cloud, votre réseau de neurones entraîné pour faire des prévisions à n'importe qui, que vous voulez souhaiter monnayer cet accès au réseau de neurones. Dans ce cas-là, ce que vous devez protéger, c'est le réseau de neurones tel qu'entraîné, donc le modèle. D'où l'intérêt de pouvoir le protéger par un droit de propriété industrielle, que ce soit le droit sui generis ou d'autres types de droits de propriété industrielle. En guise de conclusion, je reviens au schéma que j'avais au départ, mais cette fois-ci en lui attribuant moi-même des étiquettes. Donc là, c'est une base de données avec mes étiquettes à moi. Un peu light, désolé. Il y a de l'investissement quand même. Il y a de l'investissement substantiel. Donc pour chaque catégorie, donc j'ai essayé de mettre le droit ou les droits de propriété industrielle qui semblent les plus pertinents. Donc, je vais me tourner vers ce slide-là parce que j'ai du mal à voir sans mes lunettes sur le retour vidéo. Donc, sur le code informatique, on est clairement sur le droit d'auteur et a priori que sur le droit d'auteur. Le code lui-même n'est pas protégé par brevet ou par d'autres types de protection par de propriété industrielle. L'architecture du réseau de neurones. Si on parle d'architecture du réseau de neurones, on est vraiment sur la technique. Quel est le réseau de neurones, comment le modifier? Donc, on est plutôt sur le brevet. Le procédé d'apprentissage, là aussi, c'est de l'algorithmique. Donc, on est plutôt sur le brevet.
Par contre, le code qui implémente ce procédé d'apprentissage, lui, sera éligible au droit d'auteur. Donc, il y a un cumul de différents types de protection. Les points synaptiques, donc, c'est-à-dire le modèle en tant que tel, peut être protégeable, donc sous certaines conditions qu'on a vues par le droit sui generis. J'ai mis aussi brevet, parce que si le procédé d'apprentissage est protégeable par brevet, donc uniquement s'il est nouveau et inventif, alors c'est le modèle lui-même, qui est un résultat de ce procédé d'apprentissage, peut, sous certaines conditions, être également protégeable par le brevet. On pourrait le qualifier de procédé prédictif, en quelque sorte, pour réutiliser le terme procédé et qui évoque bien la notion, en tout cas la brevetabilité. Les poids synaptiques et le modèle, est-ce qu'on pourrait l'appliquer, on pourrait l'appeler une forme de procédé prédictif? Alors on peut aussi éventuellement faire un brevet sur l'utilisation du réseau de neurones. Après, voilà, on est un petit peu confronté là au cas par cas, parce que ça va dépendre. Est-ce que ce procédé d'utilisation est en lui-même nouveau et inventif? C'est en l'associant à la fonctionnalité. L'utilisation du réseau de neurones en lui-même qui va conférer ça, puisque ce n'est qu'un modèle mathématique. C'est pas tant que le modèle tout seul, c'est l'utilisation de ce modèle appliqué à un cas d'usage particulier qui là pourrait faire l'objet potentiellement d'un brevet. C'est un petit peu la limite. Là, vous touchez un peu à la limite de l'exercice où j'essaie de mettre des étiquettes dans chaque case, parce qu'en fait, on arrive rapidement au cas par cas. Et il faut vraiment regarder le dossier pour essayer de trouver la meilleure solution pour protéger et en fonction du business model aussi derrière. Donc infrastructure matérielle, on n'en a pas trop parlé, mais si effectivement vous avez une infrastructure matérielle spécifique pour mettre en œuvre votre solution basée sur l'IA, alors on est vraiment dans le brevet, mais là on n'est plus dans le brevet numérique, on est dans le brevet classique, dans le droit commun. Application, mais ça, on en a un petit peu martelé. Ce qui est pas brevetable, ce qui est brevetable, ça va pas être les algorithmes numériques abstraits, mathématiques, mais leur application à un domaine particulier. Donc, le fait de traiter des données concrètes. Donc, c'est l'application qui va être protégée par brevet. Données d'apprentissage, on a vu, et là, c'est le droit sui generis qui est le plus apte à protéger cet effort de constitution de la base de données, et je crois qu'on a bouclé la boucle. Merci beaucoup Sylvain. On peut peut-être prendre une question de la salle s'il y en a une. Madame, devant. Attendez le micro qui arrive pour qu'on puisse tous l'entendre. Oui, vous pouvez préciser ces algorithmes. Bon, les modèles mathématiques, c'est pas brevetable, mais les algorithmes, c'est brevetable ou pas? Je repose la question pour être sûr que tout le monde l'a entendu. Est-ce que les algorithmes sont brevetables ou pas, sachant que les modèles mathématiques ne le sont a priori pas? Écoutez, je pense qu'on peut... Alors, je ne sais pas si on revient un petit peu au slide là. Parce que voilà. Donc, je pense que c'est ce cas d'espèce-là qui répond à votre question. C'est votre algorithme, il est purement mathématique. Donc, ce qui était un peu ici, où on sélectionnait un neurone de la couche cachée, etc., etc. Mais un algorithme, là, on n'est pas brevetable. Pas forcément pour l'IA, pour les logiciels, parce que l'algorithme, c'est brevetable. Madame, si vous mettez votre micro, on vous entend pas. Oui, ce que je vous dis là n'est pas forcément lié à l'IA. C'est plus généralisable à tout ce qui est logiciel, tout ce qui est numérique. Un algorithme défini par quelqu'un, et par exemple, peut être développé en no-code, parce que le code n'est pas brevetable, mais le no-code non plus. Comment ça se passe avec le no-code, par exemple? Les développements d'algorithmes qui sont faits avec du no-code. Alors, c'est pas l'algorithme. L'algorithme, entendez-le comme succession d'étapes. Oui. Si vous êtes sur une succession d'étapes, on se rapproche d'un procédé. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Dans un procédé industriel, vous avez étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Il y a une donnée d'entrée, une donnée de sortie. S'il y a eu un effet technique entre les deux et que vous avez apporté quelque chose, c'est brevetable. Je parle en procédé industriel. Si vous arrivez à transposer ça sur du numérique, votre algorithme, c'est une succession d'étapes qui se suivent. On va s'abstraire de la notion mathématique, d'éventuels calculs. Si vous avez une donnée d'entrée qui est une image, une succession d'images, et qu'à la fin, l'interprétation, c'est le brevet que je montrais tout à l'heure en exemple, votre volonté, c'est qu'avec cette succession d'images, vous en fassiez une image 3D, une section d'images plane. Votre algorithme, donc la succession des étapes, va traiter des images
faut les associer les unes aux autres et vous allez avoir un modèle 3D. On est bien sur un brevet. Il y a bien un algorithme qui a été protégé du coup, mais on n'est pas dans des mathématiques. On a une donnée d'entrée physique, une donnée de sortie physique, des étapes qui font que c'est protégeable par brevet. Merci en tout cas pour votre question. Merci à tous les deux pour vos exposés. Je voulais moi en conclusion juste vous remercier et puis aussi rappeler qu'il y avait différents dispositifs proposés notamment par l'INPI pour aider à la prise en charge de ces questions-là. Hein. Je pense notamment au Pass INPI qui permet à des entreprises de bénéficier d'aide pour mobiliser des cabinets de propriété industrielle. Je pense également au DIAG, BPI France, dédié à la propriété intellectuelle, qui permet là aussi de faciliter la prise en charge de ces questions-là et la mobilisation de cabinets en propriété industrielle. Et pour faciliter l'émergence de consortiums dans le cadre de projets collaboratifs ou de subventions pour, on va dire, cofinancer des taxes associées au dépôt de brevets, il faut aller se tourner vers la Commission européenne qui propose pas mal de dispositifs là aussi. Donc, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation et merci encore à Sylvain et Patrice pour leurs exposés. À bientôt. Merci.